Nous parlons des inondations et pour en parler, nous sommes avec Alioune Badara Diouk, expert en décentralisation. Bonsoir à vous, Monsieur Diouk. Merci, bonsoir et merci pour l'invitation. Et nous saluons les téléspectateurs de la Sen TV. C'est nous qui vous remercions. Alors, nous sommes également avec Momar Diong, notre consultant maison. Bonsoir, Momar. Bonsoir, Nenaïcha. Bonsoir à M. Diouk. Bonsoir aussi à nos téléspectateurs. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Nané, bonsoir à M. Diouk, bonsoir à Momar Diong et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Alors, on le sait, ces pluies tombées ces derniers jours ont été fortes et ont provoqué des inondations dans de nombreuses localités, entraînant ainsi des pertes en vue humaine, mais également des dégâts matériels. Et pourtant, un programme décennal de gestion des inondations a été mis en place pour la période 2012-2022 avec un budget de plus de 750 milliards de francs CFA. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? Pourquoi on parle encore de ces dégâts causés par les inondations? Oui, on continuera encore de parler des inondations parce que la problématique, c'est juste une question de planification urbaine. Et vous savez que depuis 1960 jusqu'à présent, on n'a pas encore pris la bonne option de planifier l'habitat au niveau du Sénégal. Même si vous regardez comment les routes traversent les villes, les routes ne prennent même pas en compte la question des bassins versants. On met les routes, on met les rails, on met certaines infrastructures sans pour autant qu'il y ait une coordination, une vision globale donc de la cartographie des zones. Souvent, les gens soulèvent quelques problématiques. Nous sommes au bord de la mer et nous sommes inondés. Oui, parce qu'il y a des questions altimétriques. Souvent, le niveau de la mer est supérieur au niveau de la terre, au niveau de la région de Dakar. Il y a beaucoup de côtes qui sont comme ça. Et si on planifie l'espace urbain avant d'installer donc les habitats, je pense qu'on va résoudre le problème. Mais à l'heure actuelle, je ne pense pas qu'on puisse arriver à bout des inondations. Alors, il soutient, Momar, qu'on ne peut pas résoudre ce problème. Il y a des étapes à respecter. Alors, à quoi sert, ou bien à quoi a servi justement ce programme décennal? Écoutez, la situation que l'on vit depuis 48 heures avec les pluies diluviennes qui sont tombées un peu partout sur le territoire montre tout simplement qu'on ne gouverne pas un pays avec des slogans, avec des effets d'annonce, avec des déclarations d'intention et même parfois avec des mensonges d'État. On nous a vanté quand même les mérites du plan décennal de lutte contre les inondations, avec ses plus de 750 milliards de francs CFA. Et puis, on s'est rendu compte que même sur la toile, il y a une vidéo montrant le président de la République, je crois que c'est lors de la campagne présidentielle de 2019. Dire que c'est fini? S'enorgueillir du fait qu'en 4 ans, le plan décennal a permis de régler définitivement le problème des inondations. Alors qu'à son arrivée au pouvoir en 2012, c'est des milliers de Sénégalais qui étaient sortis de leur domicile. On s'est vanté trop vite? Écoutez, la nature est venue lui apporter tout simplement un démenti cinglant. Et c'est ça le problème. Et puis, on s'est rendu compte qu'en réalité, il ne s'agit en tout et pour tout que d'un problème de malgouvernance. Parce qu'il y a eu des facteurs aggravants. Il y avait des inondations par le passé, mais la particularité de cette année, c'est qu'il y a eu des facteurs qui sont venus aggraver les inondations. C'est d'abord tous ces grands travaux que l'on a engagés un peu partout sur l'ensemble du territoire, c'est une très bonne chose. Mais peut-être l'a-t-on pas fait sans au préalable des études d'impact environnemental. Mais justement, ça aussi, ça pose problème. Comment on peut engager des travaux sans pour autant avoir cette étude d'impact? Et le résultat, c'est quoi? Le résultat, et il y a un nouveau concept qui est sorti d'ailleurs du côté de Rufisque, c'est ce qu'on appelle les NTS, les nouveaux types de sinistrés. Parce que ils sont aujourd'hui la proie des eaux simplement parce que ce sont les travaux du terre qui ont été un facteur aggravant de l'état de l'inondation qu'ils ont vécu au préalable. Ça, c'est un problème. Ensuite, on a vu toutes ces nouvelles cités qui ont été créées sans en amont de véritables travaux, et je crois que M. Diouk le soulignait tout à l'heure, de véritables travaux d'assainissement et d'aménagement. C'est par exemple le cas des parcelles assainies, la très mal nommée parcelle assainie de Kermassar, qui ont été créées par, tenez-vous bien, par les SNHLM, et où il se pose un problème d'assainissement
et d'aménagement. Donc c'est tout cela à la fois qui pose ces problèmes. Donc il y a beaucoup d'effets d'annonce dans le programme de lutte contre les inondations qu'on nous a vanté, et 2, il y a eu des facteurs aggravants à cause tout simplement d'une malgouvernance. Un échec total, Abdoulaye Mbow, on peut dire, dans la gestion de ces inondations? En tout cas, par rapport à ce que l'on a constaté ces dernières 48 heures, l'on ne peut parler que d'échec. Maintenant, l'on se pose la question de savoir si nos ingénieurs sont assez expérimentés ou si c'est l'État seulement qui est dans le discours et loin de l'action. Tenez-vous compte que ces ingénieurs qui ont construit certains quartiers dans les années 60 et 70, ma foi, je vais citer les SICAP, je vais citer Point-E, je vais citer Fan Résident, je vais citer même le vieux quartier de la Médina, le premier quartier de Dakar. Aujourd'hui, on se rend compte que dans ces quartiers qui ont aujourd'hui 40 ans, 50 ans d'existence, il n'y a jamais eu de problème d'inondation. Pourquoi se fait-il que les quartiers qui ont été créés il y a 10 ans, il y a 20 ans, justement se pose la lancinante problématique justement des inondations? C'est parce qu'en réalité, il n'y a pas de plan d'aménagement. Il n'y a pas de plan d'aménagement correct. Les gens n'ont pas pris le temps justement de construire les quartiers comme cela doit se faire normalement. Je ne suis pas expert en la matière, mais l'on sait pertinemment que le tracé des routes précède la construction justement des maisons. L'on sait pertinemment que le bornage précède justement la construction des maisons. L'on sait pertinemment qu'il y a des études sérieuses qui sont faites par rapport justement à une construction sur une pente, sur une montée, etc., etc. Et justement, c'est là où la direction générale de la SICAP au début des années 70 a réussi justement à construire justement des quartiers, je dis bien des quartiers où l'assainissement aujourd'hui, malgré la vétusté des installations, ces quartiers ne connaissent pas jusqu'à présent justement des cas d'inondation. C'est vrai qu'à Dakar, on le sait pertinemment, c'est une zone de marécage, il y a des zones non édificantes, on le sait pertinemment. Monsieur Diouk, qui a été maire d'une collectivité territoriale, a dû batailler ferme en mettant en exercement des plans pour aller dans le sens de lutter drastiquement contre les inondations. Et je crois bien qu'au moins, lui, il a réussi en tout cas à gérer bon an mal an justement cette problématique. Mais aujourd'hui, faut-on parler de 750 milliards ou 767 milliards en tout cas mis sur la table pour lutter contre les inondations, et qu'on se retrouve justement dans une ville qui s'appellerait le Venise justement de l'Afrique de l'Ouest, parce que prise carrément par les eaux. Le président aujourd'hui devrait aller dans le sens et de manière ferme demander aux audits par rapport à la gestion justement du fonds dédié au plan décennal, mais il faudra que l'ensemble des ministres qui ont géré l'assainissement de 2012 à nos jours puissent rendre compte, parce que sous Wade on parlait du ministre du ciel et de la terre, mais je rappelle que sous Macky il y a le ministre du tout et de tout, et il y a été également de 2014 à 2019 justement en charge justement de la construction d'ouvrages et d'infrastructures pour lutter contre les inondations. Alors aujourd'hui, quelles peuvent être les solutions justement pour dépasser? Vous l'avez dit tout à l'heure, il faut peut-être revoir l'assainissement ou bien même d'autres solutions. Comment on peut faire pour gérer cette situation? La vision stratégique est très claire. Nous avons un problème sur la chaîne opérationnelle. Et comme il vient de le dire, les SICAP c'est en 52. Grand Dakar c'est 52. Pikine c'est 52. C'est 1952. C'est après la période des sécheresses que les populations sont venues dans les régions et s'installer. Donc de 1968 à nos jours, c'est presque 120 000 personnes qui quittent les régions pour venir s'installer à Dakar. Et 30% de ces 120 000 essayent d'avoir un toit à Dakar. Ils n'ont pas les moyens d'avoir ces toits au niveau des zones de résidence et autres. Alors il y a la spéculation foncière. On les fait installer dans des cuvettes et dans des bassins versants. Peut-être là se situe la responsabilité de l'État. Et jusqu'à présent, ça continue avec la spéculation foncière. Vous allez dans les Niayes, on continue à installer dans les zones humides des parcelles et autres. Et personne, on tire la sonnette d'alarme, mais personne ne réagit. Il y en aura toujours des inondations tant que au niveau de la chaîne opérationnelle, on ne met pas les sanctions et on arrête les plans de lotissement actuels qui sont en cours. Je pense que
dans 10 ans encore, on va parler. Pourquoi l'État ne réagit pas face à cette situation si on sait que c'est à cause de ça qu'on aura des inondations? Vous savez, là où j'habite à Djidé Thiaroye-Kao, donc c'est des communes qui sont nées vers les années 66. C'est comme Guédiawaye vers les années 70 et autres. Et le problème reste entier parce que c'est là où il y avait des lacs. Les lacs étaient asséchés, les gens sont venus s'installer d'une manière anarchique. Aujourd'hui, ce qu'il va falloir faire, c'est faire des plans de restructuration donc de ces quartiers. Et souvent, on est un peu lent. La restructuration de Pikine Irrégulier Sud devait être concomitante avec la réalisation de l'autoroute à péage, donc avec l'APIX. Jusqu'à présent, la restructuration n'est pas encore opérationnelle. Et Pikine Irrégulier Sud, c'est Guinaw Rail Nord, Guinaw Rail Sud, Thiaroye Gare, Tivaouane Diacksao, Diamaguène Sicap Mbao. Si la restructuration, comme l'autoroute, on l'a fait passer avec presque 360 milliards, aujourd'hui tout Diamaguène Sicap Mbao est dans les eaux. Tout Diacksao est aujourd'hui dans les eaux parce qu'il va falloir aller très vite dans le cadre de la restructuration donc de ces zones. C'est ça les solutions. Quand il y a une zone non édificante, l'État doit rester ferme. On ne peut pas permettre à des spéculateurs de venir faire des plans de lotissement, vendre des terrains, encaisser leur argent. Les populations viennent s'installer, 5 ans après, ils sont sous les eaux. Il faut que cela arrête. Je pense que le président de la République a une vision. La vision du président est une vision très stratégique, une vision à saluer. Dès son accession en 2012, vous venez aujourd'hui à Djidé Thiaroye-Kao, là où il y avait des inondations, il n'y en a plus. Pourquoi? À Djidé Thiaroye-Kao, on ne parle plus d'inondations, ou bien il n'y a que quelques zones difficiles. Parce que moi, j'ai géré 66 quartiers, les 60 étaient dans l'eau. Vous partez à Dalifort, c'était la même chose. Tout Dalifort était presque dans les eaux. Parce qu'on a confié les travaux de ces communes-là à l'ADM avec la Banque mondiale. Le problème de fond, c'est au niveau de nos ministères. Il y a des agents depuis Maître Abdoulaye Wade qui sont dans la chaîne opérationnelle depuis 2005. Ils sont encore dans nos ministères. Depuis 2005, 15 ans, ils n'ont pas apporté de réponse et on les garde encore dans les ministères. Mais la faute à qui dans ce sens? Alors, mais la faute, c'est à nos ministres. Je pense qu'avec la situation actuelle, les ministres, les décideurs vont prendre leurs responsabilités pour mettre d'autres hommes. Il faut les changer pour avoir des résultats. Alors, Momar, il a dit que le président de la République, quand même, a une claire vision de tout ceci, mais est-ce qu'on peut en dire autant? Pourquoi tout le temps trouver des solutions conjoncturelles et non structurelles? C'est là où se trouve le problème. Ce que je regrette, c'est qu'on ait jusqu'à présent un président à réaction. Je crois qu'il a fallu les premiers effets des inondations pour qu'il demande à ce qu'on lui fasse un plan détaillé, un rapport détaillé du plan décennal. Or, il aurait fallu, depuis que le plan est lancé, des rapports séquentiels. S'il avait, à chaque début du bornage, un rapport séquentiel sur le déroulement de ce plan décennal, quoi qu'il aurait pu à savoir où est-ce qu'on en est, quels sont les points faibles, qu'est-ce qu'il faudrait rectifier, là où il faut accélérer les actions, etc., etc. Il ne l'a pas fait. Il a attendu les premiers effets pour demander enfin un rapport détaillé. C'est exactement la même chose comme lorsqu'il s'est agi récemment de la déclaration des patrimoines. Il a fallu la publication des résultats très alarmants de l'IGE pour qu'il demande à ses ministres et à toutes les personnes assujetties à la déclaration de patrimoine de le faire. Et plusieurs mois après le délai imparti par la loi. Cela pose un problème en matière de gouvernance. Maintenant, ce qu'il a dit, je le rejoins. Le président a eu une excellente vision en lançant en 2012 le plan décennal. Tout le monde a applaudi d'ailleurs. Tout le monde a applaudi parce qu'au moins il s'était démarqué de cette démagogie qui consiste à faire croire qu'on peut régler le problème en 1 ou 2 ans. Il a eu le courage de se projeter sur 10 ans pour régler le problème. Mais faudrait-il que ce plan soit très bien conduit. Et en l'absence de rapport séquentiel,
il n'a pas eu une vision sur le déroulement du plan. Et aujourd'hui, on en récolte les conséquences. Et maintenant, ce qu'il faudrait, c'est justement des réponses structurelles, comme dans le cadre du plan décennal. Il va falloir quand même qu'on coupe avec ces méthodes surannées qui consistent à chaque fois qu'il y a inondation, d'apporter des motopompes, d'apporter des camions hydrocureurs. Ça, vraiment, on doit rompre avec cette chaîne-là. Parce que, très sincèrement, c'est des méthodes rudimentaires et qui ont ce défaut de ne régler le problème que de façon passagère, alors qu'il suffit tout simplement que des inondations ou des pluies reviennent pour que le problème se pose. Non, par contournement, c'est une méthode d'enrichissement de certains véreux qui sont dans le système. Parce que la location de motopompes, mais ça coûte excessivement cher. Très cher. L'achat de carburant, ça coûte excessivement cher. Mais l'achat également de produits phytosanitaires, ça coûte excessivement cher. Je rappelle que Mme Aïda Ndiongo avait été prise dans le cadre de la traite des biens mal acquis par rapport à la gestion justement des motopompes, de l'achat des produits phytosanitaires dans le cadre de la lutte contre les inondations. Donc, si le président, effectivement, de par sa clairvoyance éclairée, moi je me dis qu'il ne faudrait pas également verser dans un populisme de l'action. Qu'est-ce que j'appelle populisme de l'action? En 2012, lorsqu'il revenait de voyage, alors que le Sénégal pataugeait dans les eaux, il avait pris la décision unilatérale de dissoudre le Sénat. Mais aujourd'hui, avec analyse et froide, l'on se rend compte qu'en réalité, cette décision avait été prise parce que tout simplement, il y avait des visées politiques. Ce n'est pas seulement dans le cadre de la lutte de l'inondation, parce que le président savait qu'il n'avait pas la majorité au niveau du Sénat. Pourquoi je le dis? Entre 2012 et 2020, c'est combien d'institutions le président de la République a eu à créer? Le Haut Conseil des collectivités territoriales. Et pourtant, nous sommes en pleine inondation. Et pire, justement, que celle de 2012. Il n'en a pas créé le Haut Conseil du dialogue des territoires. Nous vivons des inondations pires que celle de 2012. N'a-t-il pas créé le Conseil économique, social et environnemental? Pourquoi, après avoir pris cette décision majeure de supprimer le Sénat pour prendre les fonds et de les injecter aujourd'hui dans la lutte des inondations, il ne prend pas la décision ferme, si ce n'est pas justement de dissoudre ces institutions-là, au moins de récolter, de reprendre justement la caisse noire du président de l'Assemblée nationale. À quoi elle sert présentement, alors que l'on sait que nous avons besoin de 50 millions par mois octroyés au président de l'Assemblée nationale, qui est justement dans une somnolence et dans un carrément isolé. Parce que, je termine par là, aujourd'hui, l'Assemblée nationale doit jouer pleinement son rôle. Justement, on se demande encore quel est le rôle de l'Assemblée nationale dans ceci, puisqu'elle est carrément aphone. Non, l'Assemblée est aphone, parce qu'en réalité, quoi qu'on puisse dire, l'Assemblée n'avait pas hésité à mettre une commission d'enquête parlementaire pour pouvoir disculper un partisan du président dans le cadre de l'affaire des 94 milliards qui n'est autre que Mahmoud Diallo. Mais depuis lors, quelle est la commission d'enquête parlementaire alors que l'on parle aujourd'hui de 767 milliards injectés pratiquement en l'espace de 8 ans, parce que c'est un plan décennal, c'est sur 10 ans, 2012-2022. Aujourd'hui, que fait l'Assemblée nationale? Absolument rien. L'Assemblée nationale devait pouvoir s'autosaisir, convoquer l'ensemble justement des ministres de l'hydraulique et de l'assainissement qui ont eu à gérer en tant que soit peu quelques milliards dans le cadre justement de ce projet décennal. En tout cas, ce n'est pas encore le cas. Maintenant, si on laisse faire, ce sera toujours la même chose. Le président, il a attendu que le rapport de la Cour des comptes soit publié pour qu'il parle de la création de commissions, alors qu'on sait pertinemment qu'un rapport d'un organe de contrôle d'État est ce qu'il est. Donc il y a énormément de problèmes. Si on veut lutter contre les inondations, il faudra effectivement, comme l'a dit tout à l'heure M. Diouk, mettre de côté toutes ces personnes qui ne servent à rien et aller dans le sens. Parce qu'il a parlé de l'agence de développement municipal, mais la Banque mondiale, c'est justement, ce n'est pas l'argent du contribuable sénégalais, la Banque mondiale met son argent et là il faudra un contrôle, parce que sinon, bonjour les dégâts. Le plan Orsec a été déclenché, on le sait, mais on se pose aussi cette question, quel est le rôle dans tout ça? Quel est le rôle des élus par rapport à la lutte toujours? Très bien. Je ne voulais pas polémiquer avec mon ami Ablaye sur le maintien des institutions, parce que toutes les institutions qui sont créées par le président de la République, il en a jugé l'utilité. Il en a jugé l'utilité. Aujourd'hui aussi, l'Assemblée nationale fait son travail. Peut-être les députés sont en vacances parlementaires. La rentrée, ça sera à partir du 1er octobre. Et vous allez voir
que tous ces ministres-là qui ont géré donc, toutes ces problématiques-là seront convoqués au niveau de l'Assemblée nationale. Je ne peux pas parler au nom des députés, mais bien. Je suis membre du cabinet donc, du président de l'Assemblée nationale. On peut attendre qu'ils soient convoqués. Comment? On peut attendre que ces ministres... Mais absolument. Ils seront convoqués devant l'Assemblée nationale. Il y a la commission environnement, assainissement et les eaux. La commission est actuellement sur le terrain pour voir de visu donc les ouvrages qui ont été faits, les ouvrages de drainage et tout ça. Et à la rentrée parlementaire, les ministres qui sont en charge donc ces problématiques-là seront invités à l'Assemblée nationale pour décliner tout ce qu'ils ont fait. Espérons-le. Ensuite, les élus, ils ont une responsabilité dans les inondations. Vous passez par les rues de Dakar, ou bien dans les régions, ou bien dans la banlieue. Toutes les rues sont ensablées. Même si on met des ouvrages d'assainissement, il y a les avaloirs au niveau des routes. Les avaloirs sont ensablés. Donc ça ne peut pas permettre l'eau de passer. Il est du ressort des maires, des collectivités territoriales de désensabler les routes. Les ouvrages sommaires de drainage des quartiers, mais ça aussi, c'est le rôle des maires de le faire. De mettre à la disposition des collectivités territoriales un parc de pompage et de mettre du carburant. Ça aussi, c'est le rôle des maires. De faire l'élagation des arbres avant l'hivernage, les tailler et tout. Ça aussi, c'est les maires. Est-ce qu'ils le font, les maires, les élus? Mais il y a eu l'opération pavage qui consistait pour la ville de Dakar d'aller dans le sens d'un désensablement pratiquement des collectivités territoriales. Oui. Mais là également, M. Diouk, on se rappelle très bien qu'il a fallu que Khalifa Sall, en tant que maire, commence justement l'opération de pavage des différents quartiers de Dakar pour les désensabler, que l'autorité supérieure, pour également des calculs politiques, l'arrêta. Et on a vu également ce qui s'est passé par la suite. J'en suis pas sûr. J'en suis pas sûr. Parce que le pavage était là pour faire de Dakar une ville sans sable. Oui. Parce que tous les ouvrages d'assainissement qui sont au niveau de Dakar sont ensablés. Il y a des tonnes de sable dans les égouts. Et ça ne peut pas faire partir l'eau. Pour faire un bon assainissement, il faut avoir une ville sans sable. Tu ne peux pas mettre un assainissement opérationnel si toute la ville est ensablée. C'était ça l'option de faire des routes en pavage. Il y en a aujourd'hui beaucoup avec le Promoville, donc des routes en pavage qui sont en train d'être faites. Mais les élus, c'est eux qui ont la gestion de proximité. Il y a des attentes des populations. On ne peut pas élire un maire qui dit que l'assainissement n'est pas une compétence transférée. Il y a un principe de compétence générale du maire. Le maire, il s'occupe de santé. En dehors des 9 domaines de compétences, il a des compétences traditionnelles. Et il faut qu'il les exerce. Si un maire n'est pas capable de mettre une motopompe de 100 mètres cubes ou de 80 mètres cubes et de mettre du carburant pour pomper les eaux qui sont dans des maisons, c'est pas la peine que ce maire-là reste dans la collectivité. C'est ça la vérité. Il faut qu'il s'implique. Maintenant, le reste, ça c'est du rôle de l'État de le faire. Et je pense que le président de la République a eu raison. On ne peut pas mettre 767 milliards pour un plan décennal. J'ai entendu l'autre jour le député Pape Birahim Touré qui dit que les 767 milliards ont été réalisés à hauteur de 65%. Ce qui fait en tout, globalement, autour de 450 milliards qui ont été dépensés sur les 767 milliards. On parle même de 622 milliards. Vous savez, pour la pluviométrie, la moyenne annuelle, c'est 600 mm. C'est 600. On n'a pas encore atteint cette moyenne de 500 mm de pluie. Il reste encore. Il y a des zones où c'est 1200, 1500 mm dans l'année de cumul. Donc, il va falloir faire en sorte que toutes les décisions idoines pour régler cette problématique-là, au bout des, je ne peux pas dire des 2 ans qui viennent, peut-être que au bout de 5 ans, ça sera une possibilité. Mais pas maintenant. Pas maintenant.
Alors, moi, ce que je ne comprends pas, c'est quand j'entends certaines autorités dire que c'est... Enfin, on ne va pas dire que c'est normal, mais c'est une situation quand même exceptionnelle. Et c'est un peu d'expliquer ce qui se passe avec tout l'argent qu'on a injecté dans cette... C'est une excuse très facile. Mais avant de répondre à cette question-là, je voudrais revenir à ce que M. Diop a dit à propos de l'avis émis par Abdoulaye Mbow, à propos du président qui devrait normalement, comme il l'avait fait en 2012, accompagner le plan Orsec d'actions fortes, comme l'y invite d'ailleurs le président de Bokk Gis Gis, Pape Diop, qui à l'époque était président du Sénat. Je crois qu'il a interpellé le président de la République pour lui dire que c'est bien de lancer le plan Orsec, mais ce serait bien aussi de l'accompagner de l'action forte, comme par exemple la dissolution d'institutions comme le Haut Conseil, comme le Conseil économique, social et environnemental, comme la Commission du dialogue des territoires. Pour une raison bien simple. Le Haut Conseil, à l'époque, c'est 6 milliards de budget. Mais le justement, Conseil économique et social, mais justement, c'est autour de 6 milliards. Mais à l'époque, comme l'a dit Mbow, la situation était moins grave que celle qui se présente aujourd'hui. Et pour autant, le président n'avait pas hésité à dissoudre le Sénat qui avait un budget de 8 milliards, je vous le rappelle. Mais on a vu ce qui s'est passé quand même avec cette dissolution, on a vu ce qui s'est passé. C'est sensiblement pareil. Donc, le Sénat à l'époque avait un budget de 8 milliards et le président n'avait pas hésité à dissoudre le Sénat. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les inondations de cette année sont venues au moment où le pays traverse une situation particulièrement difficile avec le coronavirus et ses effets pervers sur l'économie nationale. Le président parle même de perspective de récession pour l'économie sénégalaise. Mais qui peut le plus, peut le moins. Si il y a quelques années, le président avait estimé que la situation était tellement grave qu'il fallait dissoudre le Sénat, a fortiori cette année, où en plus des inondations, nous avons l'épidémie quand même à coronavirus. C'est ça le problème. Mais je comprends que lui, appartenant au cabinet du président de l'Assemblée nationale, qu'il ne partage pas l'avis de Abdoulaye Mbow. Mais c'est ça la vérité. Maintenant, en dehors de ça, ce qu'il faudrait en réalité, c'est que le président sache que son plan décennal, c'était exactement la bonne solution qu'il fallait appliquer contre le problème des inondations. Mais malheureusement, il n'y a pas eu tout le contrôle et tout le suivi qu'il fallait pour le bon déroulement de ce plan. S'il y avait, depuis que le plan était lancé, des rapports séquentiels, le président aurait une idée très claire de là où sont les travaux et pourrait, à partir de ce moment-là, agir pour réorienter les actions, pour accélérer les actions et on n'en serait pas à cette situation-là. Maintenant, je ne milite pas également en faveur de cette responsabilité qu'on voulait partager. C'est facile quand même d'accabler les maires. Mais les maires, quand même, parfois, ils ont des moyens dérisoires qui ne leur permettent pas de faire face à des travaux comme ceux d'assainissement. Il y a également cette propension, et souvent c'est le propre d'ailleurs du directeur de l'ONAS, de jeter toujours la responsabilité aux populations, en disant que c'est les populations qui se comportent mal. Mais là, on en revient au rôle régalien de l'État. C'est à l'État de veiller à ce que les installations de nouveaux quartiers, de nouvelles cités, dans des zones non édificantes ne se fassent pas. C'est également l'État qui a le monopole légitime de la force de pouvoir contraindre les populations aux moyens de sanctions pour que quand même un certain nombre d'actions et de pratiques qui consistent à jeter par exemple des saletés, des ordures dans les voies d'eau ne soient pas faites. On en revient encore une fois et toujours à la responsabilité de l'État. Il faut une volonté politique réelle pour régler ce problème et je crois qu'avec la situation qu'on traverse, enfin, l'autorité centrale prendra les mesures qui s'y est. Pour terminer, Abdoulaye Mbow, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce plan Orsec? En tout cas, de ce plan Orsec, il faudra impérativement que l'on évite justement ce que l'on avait constaté lors de certaines inondations à Dakar et dans sa banlieue et également dans les autres localités. Il faut impérativement que l'on évite que justement que des personnes puissent profiter de la misère de certaines populations pour pouvoir s'enrichir. Je crois bien que là, l'autorité devra être ferme. Il faudra une surveillance accrue par rapport à l'utilisation de nos deniers. Il ne faudrait pas également que pour également des visées politiciennes que l'on prenne des familles, qu'on les amène aussi un peu et que l'on montre l'image d'une fondation, quelle qu'elle soit, d'une association montrant justement qu'il y a la distribution de riz, d'huile, etc., etc. Je crois bien que c'est un problème sénégalais. Il nous faut aller dans le sens justement d'une solidarité nationale, agissante et participative afin que chaque Sénégalais puisse sentir, même s'il n'est pas impacté par
par les inondations, de savoir qu'en réalité, à côté de moi, c'est un frère, c'est une sœur qui est impactée. Donc, il nous faudra aller dans le sens justement d'une solidarité globale derrière le président de la République et pour que justement la pression puisse être de mise et de rigueur afin que le résultat justement des audits puisse être fait afin que l'on puisse situer les responsabilités sur l'utilisation justement de l'argent dédié au plan décennal de lutte contre les inondations. En tout cas, alors c'est pas fini, on va en reparler de ces inondations, mais ça sera dans l'actu commentée, c'est tout de suite. Le point du jour, un décès, 27 nouvelles contaminations et 115 patients déclarés guéris. C'est ce qu'on peut retenir du point quotidien sur la situation du coronavirus présenté par le directeur de la prévention, le docteur Mamadou Ndiaye, qui a également annoncé la prise en charge de 36 cas graves, toujours par rapport au coronavirus. Alors, on peut noter une tendance baissière par rapport justement au coronavirus. C'est une très bonne nouvelle. Qu'il y ait eu très peu de cas, proportionnellement au nombre de tests qui ont été réalisés, parce que je crois que ça a dépassé le nombre de 1000, et on s'est retrouvé avec 2 et quelques % de positivité. Je crois que c'est une tendance qu'on a remarquée depuis quelque temps, mais il ne faudrait pas pour autant baisser les bras, parce que la principale information qu'il faut retenir du point qui a été fait la dernière fois avec l'équipe scientifique, à côté du ministre, c'est qu'il y a aujourd'hui plus de prise en charge à domicile que dans nos infrastructures hospitalières. Ça veut dire tout simplement qu'on a dépassé et de trop loin les capacités litières que nous avions dans nos infrastructures. Effectivement. Donc ce n'est pas encore une fois le moment de baisser les bras. C'est une bonne tendance, saluons cette tendance. Et maintenant, il va falloir redoubler d'efforts pour cultiver les gestes barrières et en perspective d'un événement qui va rassembler du monde comme le Magal, que les gestes barrières soient vraiment de rigueur pour qu'on ait le moins de contamination possible. En tout cas, alors, Abdoulaye. Oui, en tout cas, nous prions pour que le Sénégal puisse aller dans le sens d'avoir un cas au quotidien, d'aller dans le sens d'avoir 0 cas, mais il nous faudra être vigilant. Et la France, il y a pas moins de 7000 nouveaux cas en 24 heures, et c'est allé crescendo. Et quand on regarde aujourd'hui le niveau de contamination aux États-Unis, au Brésil, et aujourd'hui l'Inde, qui est devenu le deuxième pays le plus contaminé devant le Brésil, on est en droit de nous dire qu'en réalité, nous ne sommes pas à l'abri justement d'une réjouissance accrue de la pandémie, si par extraordinaire en direction des événements religieux à venir tels que le Magal et les Gamou qui seront célébrés dans quasiment toutes les villes religieuses du Sénégal, il nous faudra impérativement aller dans le sens d'un respect scrupuleux justement des gestes barrières. Il faudra justement s'accommoder par rapport justement au ndigal donné par le Khalife général des Mourides Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, mais également que l'autorité puisse jouer pleinement son rôle. Il ne faudra pas hésiter à fouetter s'il le faut pour que le Sénégalais puisse respecter justement la mesure barrière. Alors, c'est justement le moment de respecter davantage les gestes barrières pour éviter une nouvelle vague de contamination. Non, tout à fait. Comme Maman l'a bien dit, ils l'ont bien dit. Parce que nous devons garder le cap. Donc, aujourd'hui, on est dans une tendance de 3% de taux de positivité. Ça ne veut pas dire que la bataille est encore gagnée. Parce que partout dans le monde, donc, ça évolue. Que dans certains pays, le Sénégal a eu une très bonne option, mais l'option, il faut que ça soit encore de rigueur. Et surtout, comme il vient de le dire, nous devons faire encore beaucoup plus dans le domaine de la santé. Ouais. Ça, l'État du Sénégal doit encore beaucoup faire dans le domaine de la santé. Et je pense que l'État mobilisera les moyens qu'il faut pour mettre des centres de santé de référence, des postes de santé de référence, comme aussi des hôpitaux aussi de référence. Il reste encore beaucoup de choses à faire, mais nous pouvons encore continuer à avoir l'espoir et garder aussi l'espérance. Alors, je vous le disais, l'autre actualité, c'est également toujours ces inondations. Le plan Orsec, les sinistrés le voient comme un plan d'illusion. Selon eux, ce plan n'apporte rien face aux inondations. À la zone de captage, les habitants sont dans le désarroi. La visite du ministre de l'Intérieur ne les a pas soulagés. Ils appellent les autorités à fermer le bassin de rétention. Je vous propose de suivre ce reportage de Tidiane Diallo.
Les gens ne sont pas dormis, tu vois, et les femmes enceintes, tout le monde ici, vraiment, on ne pourrait pas dormir. Il y avait beaucoup d'eau. Presque, ils sont habitués à vivre avec les inondations. À la zone de captage, les habitants ne veulent pas entendre le plan Orsec. Et nous parler de plan Orsec, il ne faut pas nous parler de ça. Je ne sais pas comment on dit. Il n'a rien fait. Quel plan d'Orsec? Quel plan? Nous sommes très fatigués. Tous les plans que les autorités sont en train de parler, c'est de la pure fiction. La visite du ministre de l'Intérieur ne les a pas rassurés. Non, le ministre il vient d'arriver. Vous avez vu ça aujourd'hui? Le ministre il vient d'arriver juste aujourd'hui, c'est lundi. Vous l'avez vu? Non, rien du tout. Vous-même, vous l'avez vu? On n'a rien vu ici. Le déclenchement du plan Orsec par le président de la République. Bon nombre de sinistrés le voient comme un plan d'illusion. Justement, Momar, le plan Orsec, les Sénégalais le voient comme un plan d'illusion. Est-ce que c'est normal? Oui, c'est parce qu'il y a eu des précédents. Je crois qu'il y a eu des précédents. Il y en a eu en 93, je crois, si mon souvenir est exact, en 2005. Et même le président Macky Sall en 2009. Et même le président Macky Sall en 2012, 5 mois après son installation au pouvoir, avait également lancé le plan Orsec. Mais le plan Orsec, c'est tout simplement une opération ponctuelle qui vient juste en secours à des populations qu'il faudrait dans l'immédiat soulager. Donc, le plan Orsec, on a beau dépenser des milliards, il paraît que rien que pour Dakar, on va dépenser plus de 3,5 milliards, mais ce sera juste pour évacuer les eaux, les déverser quelque part, mais ça ne règle pas pour autant le problème. Parce que si l'année prochaine, nous recueillons des mêmes quantités d'eau, mais le problème reviendra et ce sera comme un travail de Sisyphe. En réalité, M. Diouk l'a dit tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est des solutions structurelles, encore une fois. Et c'est pour cette raison que j'insiste sur la qualité du plan décennal qui a été décliné par le président Macky Sall. On ne jette pas l'opprobre sur ce plan. C'était ça qu'il fallait faire dès sa prise de pouvoir. Mais malheureusement, ça a été très mal conduit. Maintenant qu'il a demandé un rapport détaillé, il va falloir qu'il reprenne ce dossier-là, qu'on sache où il en est, quelles sont les actions qu'il faudra mener, et dans les 2 prochaines années, mettre un coup d'accélérateur pour que vraiment cette affaire-là soit derrière nous. Sinon, à chaque fois, on aura les mêmes problèmes et il faudra lancer le plan Orsec pour que de l'argent soit encore englouti dans les eaux et sans grand résultat. Il faut alors des solutions structurelles. Oui, des solutions structurelles, évidemment. Et je crois bien que c'était cela même qui est entré dans le cadre justement du déclenchement du programme décennal de lutte contre les inondations. Mais ma foi, le plan Orsec ne permettra pas au quartier justement de revivre dans le sec. Je crois bien que c'est là où il faudra mettre l'accent par rapport justement à la coopération bilatérale et à la coopération multilatérale, parce que le Sénégal a énormément de partenaires. Aujourd'hui, on confie certains travaux à des multinationales étrangères, créant justement le désarroi du secteur privé national. Pourquoi ne pas aller dans le sens de voir des expertises? Parce qu'il y a les Pays-Bas qui sont très réputés justement dans la gestion des inondations, parce qu'on sait les raisons pour lesquelles on appelle la Hollande les Pays-Bas. Je ne sais pas, on n'a pas trop le temps pour revenir sur ces questions-là, mais je crois bien qu'il faut aller chercher de l'expertise. Il y a des financements de la Banque mondiale, il y a des financements peut-être de la Banque islamique, etc. On peut chercher des partenaires qui vont financer justement ces trucs-là, mais il nous faut impérativement, au-delà des solutions aujourd'hui qui ne peuvent pas prospérer, aller dans le sens de trouver en tout cas des solutions alternatives en misant sur la coopération internationale avec l'appui justement de financements nationaux, avec le secteur privé, aller dans le sens d'essayer de trouver des solutions structurelles mais définitives. Alors c'est important de soulager les populations en cette période, mais il est quand même temps de s'inscrire dans la durabilité. Oui, parce que aujourd'hui, dans le monde entier, il y a une option en matière de planification urbaine. Maintenant, on crée des villes, ce qu'on appelle les villes éponges. Est-ce que Dakar peut devenir une ville éponge? Ma réponse est non. On a tout bitumé à Dakar. On a tout bitumé, il n'y a pas une seule partie où on peut laisser infiltrer les eaux. Tout de suite, vous avez montré l'image de la zone de captage. Mais c'était une zone de captage. C'est une zone d'infiltration des eaux pour remplir la nappe phréatique. Je vous dis une chose. Ce qui a amené les premières inondations à Dakar, c'était en 1985.
Vous savez que la nappe de Thiaroye alimentait Dakar en eau. Il n'y avait pas de lac de Guiers. Dakar était alimenté juste à 12 km de Dakar en eau. On a laissé les populations s'installer. Après, on a installé Mbeubeuss. Vers les années 1968-1970, Mbeubeuss a impacté et a infecté presque la nappe phréatique qui alimentait Dakar en eau. Il fallait maintenant laisser la nappe et aller vers le lac des Guiers pour amener l'eau à 200 km de Dakar. Mais la nappe remontait. Et aujourd'hui, la nappe affleure au sol. Et c'est ça le problème. Il n'y a pas de possibilité d'infiltration des eaux donc sous terre. Ça, c'est un problème. Si on veut régler le problème de Dakar, il va falloir raser des quartiers. Est-ce que ça, c'est possible? Ma réponse est non. La réponse est non. Donc, il va falloir faire en sorte que, par rapport à une situation donnée, de mettre une opération chirurgicale au niveau donc de la ville de Dakar et aussi au niveau des banlieues. Mais le problème qui se pose à Dakar aujourd'hui, vous allez vers Bambilor, vous allez vers Sangam,